Le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze promet des sanctions à tous ceux qui violent systématiquement les procédures de passation des marchés publics en RDC. Il a dit à l'occasion de l'atelier de restitution des rapports d'audit des marchés publics, exercice 2012-2013 des assises organisées par l'autorité de régulation des marchés publics ARMP sous le haut patronage de la primature. À la lumière de conclusions des audits annuels de cabinets spécialisés, le plus de 130 participants à ces travaux d'une journée ont pu formuler des recommandations face aux faiblesses et dysfonctionnements constatés dans ces secteurs. Et puis le gouverneur du Haut-Katanga s'engage dans une dynamique de maximisation des recettes du trésor public dans un contexte caractérisé par la remontée en puissance de cours des métaux tels que le cuivre et le cobalt. Engagement pris devant les élus provinciaux de la province minière du Haut-Katanga. Le détail de ces titres et tant d'autres dans le corps de fiscalité et développement dans une présentation de Ruben Mayoni Ndiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Monsieur, très heureux de vous compter parmi nos nombreux téléspectateurs pour suivre la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo, fiscalité et développement qui s'ouvre par cette bonne nouvelle en tout cas pour les fonctionnaires et agents publics de l'État. Sachez qu'à partir du 1er janvier 2018, le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG en République démocratique du Congo va passer de 1 680 à 7 075 francs congolais au quotidien, soit 5 $ américains par jour. Les membres du Conseil national du travail, CNT, se sont accordés à ce sujet à l'issue de la 33e session ordinaire sur le nouveau SMIG des assises tenues du 25 au 31 octobre 2017 à Kinshasa, selon le quotidien Forum des As qui a publié cette information. Entre-temps, l'autorité de régulation des marchés publics ARMP a présenté jeudi 2 novembre 2017 le rapport d'audit initié auprès des autorités contractantes bénéficiaires de la commande publique pour les exercices budgétaires 2012-2013. Les auditeurs ont constaté un dysfonctionnement terrible dans la passation des marchés. L'objectif de cet atelier financé par le COREF dans le cadre du projet Profit Congo est d'élaborer une feuille de route des recommandations issues de ces audits menés pour faire le suivi dans la passation des marchés. Compte rendu de Michel Louangui et Céline Boumba. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP avait diligenté 2 missions d'audit auprès des autorités contractantes bénéficiaires de la commande publique durant les exercices budgétaires 2012 et 2013. Des audits menés par les cabinets sénégalais Business System Consulting et béninois Bureau d'expertise comptable et des commissariats aux comptes ont révélé les méthodes peu orthodoxes dans l'attribution, l'exécution et le suivi des marchés publics. Des dysfonctionnements notamment dans l'application de la loi relative aux marchés publics, le non-respect de la réglementation, absence de rapports annuels et des pièces justificatives, des retraits et d'affectation des fonds publics perçus. Durant l'atelier, les exposés sur les audits ont été suivis des travaux dans 2 commissions, l'une consacrée aux recommandations réglementaires, procédurales et l'autre aux recommandations institutionnelles et professionnelles. À l'ouverture comme à la clôture de l'atelier, le Premier ministre Bruno Tshibala, tout en rappelant l'exigence de transparence dans l'attribution des marchés publics, a promis de sévir les autorités contractantes citées dans le rapport d'audit qui se sont illustrées dans des malversations financières. Au regard des constats et des recommandations présentées durant ces assises, je m'en voudrais de passer sous silence les mauvaises pratiques entretenues par certains acteurs dans la passation de marchés publics dans notre pays. Avec la qualité des débats et la diversité des intervenants, je suis persuadé que les résultats de cet atelier permettront à mon gouvernement et à moi-même de prendre des mesures appropriées contre les acteurs véreux qui savent les acquis de la réforme et dont tout le monde ici a compris la destination finale de leur convoi.
Mesdames et messieurs, la promotion de principes de bonne gouvernance dans le secteur public et bien environnement propice à l'investissement et à la création d'emplois constitue l'une des principales priorités de son Excellence, M. le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, traduit par le gouvernement de la République démocratique du Congo que je dirige. La bonne gouvernance, telle que nous la préconisons, devra se traduire par l'émergence d'une administration mondiale ouverte sur son environnement au service du développement économique et social du pays et à l'écoute du citoyen et de l'entreprise. Pour le président du conseil d'administration de l'ARMP, Claudien Moulimiloa, la présentation de ces deux rapports d'audit va aider l'ARMP à corriger certaines imperfections constatées pour mieux jouer son rôle de régulateur du marché public en RDC. L'audit nous donne donc un élément qui nous permet de regarder en arrière et de nous dire maintenant qu'est-ce qui s'est passé. En 2012, 2 ans après la mise en place, nous étions en train de monter progressivement donc, dans l'installation des organes de marché public et dans l'exécution. Il y a eu des irrégularités constatées, mais il y a également donc, des cas avérés. Donc, vous pouvez voir d'une manière générale, les statistiques sont là. Donc nous avons des éléments sur lesquels nous pouvons travailler. On ne sait pas donner directement comme ça un chiffre, mais ces audits seront rendus publics. Donc après la validation de cet atelier, je lance cet appel à tout le monde de consulter les sites de l'ARMP pour voir dans les détails. C'est quand même 4 ans de retard, c'est quand même un problème, mais il faut quand même remercier l'ARMP pour ça. Et en plus, c'est un exercice fondamental, parce que ce qui tue souvent notre pays, c'est l'absence d'évaluation de ce qu'on fait. Les gens veulent gérer, les gens veulent travailler, mais les gens ne veulent pas savoir est-ce qu'ils travaillent bien, est-ce qu'on peut les contrôler, est-ce qu'ils gèrent bien. Ce n'est pas seulement pour sanctionner, non, pour checker, ne serait-ce que pour savoir est-ce que j'ai bien retenu la leçon. Hein, c'est pour ça cela que sert par exemple une interrogation. Je pense que c'est un exercice fondamental. Premier élément déjà, il faut respecter les conditions du recours au gré à gré. La loi est claire là-dessus. 1. 2. Ceux qui recourent abusivement au gré à gré, il faut les punir, n'est-ce pas? Et 3. Il faut, je pense, il est temps, parce que dans le projet de loi, il faut pénaliser le recours abusif au gré à gré. L'ARMP s'apprête à diligenter d'autres audits pour les marchés publics attribués pendant les exercices budgétaires 2014, 2015 et 2016. Avant de quitter l'ARMP, je vous laisse suivre quelques recommandations formulées à l'issue de cet atelier qui vont guider l'action de l'autorité de régulation des marchés publics dans le suivi de l'exécution des 10 marchés publics. Ces recommandations sont ici lues par Stanis Boujakera, qui est le directeur général de l'ARMP, qui est ici au micro de notre confrère Michel Wanki. 1. Sur le plan du cadre légal et réglementaire, les dispositions légales et réglementaires doivent définir clairement les conditions et modalités de maîtrise d'ouvrage délégués ainsi que celles de la participation des entités publiques à la commande publique. L'échéance accordée à l'ARMP quant à ce est fixée au 31 décembre 2018. Deuxième point, la réglementation devra encadrer explicitement la période d'élaboration du plan de passation des marchés, celle de sa transmission pour non-objection à l'organe des contrôles a priori et celle de sa publication sur le site web de l'ARMP. L'échéance pour l'amendement du manuel de procédure au regard de cette recommandation est fixée au 30 juin 2018. 3. Le manuel de procédure doit consacrer la nullité des procédures de passation des marchés non préalablement inscrits au plan de passation des marchés. Cet amendement est à intégrer au manuel de procédure au plus tard au 30 juin 2018. Le manuel de procédure au titre du point 4 doit préciser clairement les conditions pour déclarer une procédure de passation des marchés infructueuse.
Cet amendement doit être intégré au manuel de procédure également au 30 juin 2018. Régie financière à présent, comme vous le savez, la date butoir pour le paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits approche. C'est pourquoi la Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que des sièges modélisés, modernisés des directions provinciales des impôts que, conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2018, revenu 2017, doit intervenir au plus tard le 30 novembre 2017. Le montant du dit acompte représente 40% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2016, augmenté des suppléments éventuels établis par l'administration au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet des contestations. L'attention des contribuables est donc attirée sur le fait que le défaut de paiement ou l'insuffisance des paiements dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. C'est un communiqué signé José Seleya Lagouli, directeur général des impôts. De la DGI, rendons-nous à la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de DGRAD qui tient depuis le mardi 31 octobre dernier un séminaire de formation sur les métiers de la DGRAD, organisé par la haute direction de cette régie financière sur le financement de l'Union européenne à travers le projet PAMFIP, le projet d'appui à la modernisation des finances publiques. Cette formation vise le renforcement des capacités des cadres et agents de ce service public mobilisateur des recettes non fiscales de l'État. Témoins de l'événement, Philon Cholet et Étienne Koumba. Près des 35 cadres et agents de la DGRAD, dont 24 de l'administration centrale et 11 de province, participent à Kinshasa à ces séminaires de formation axés sur les métiers de la DGRAD. C'est le directeur général adjoint de ces services publics en charge d'encadrement des recettes non fiscales de l'État, David Mouindo Ngwalangwala, qui a ouvert ses assises. Organisé par la DGRAD en collaboration avec les projets d'appui à la modernisation des finances publiques PAMFIP, financés par l'Union européenne, cette formation qui a entre autres objectifs la formation des formateurs est organisée à l'intention des ordonnateurs, contrôleurs, agents de recouvrement et opérateurs de saisie. Parmi les enseignements dispensés figurent la loi relative aux finances publiques, les règlements généraux sur la comptabilité publique, le métier d'agent recouvreur et agent de saisie, le métier d'ordonnateur et de contrôleur et tant d'autres. Dans toute vie humaine, la comptabilité est d'une grande importance parce que c'est elle qui va vous situer sur vos avoirs, sur ce que vous avez, et ça va vous permettre en fait de vous déterminer sur la prise en charge de vos besoins. De la même manière, pour l'État, avec une comptabilité bien tenue, l'État saura par exemple ce qu'il possède à un moment donné, ce qu'il doit aux autres et ce qu'il attend des autres. Et dans le système comptable public, il y a deux volets. Il y a le volet qui prend en comptabilisation les dépenses et il y a le volet qui prend en comptabilisation les recettes. Les acteurs ci présents devant moi que j'ai formés ils sont dédiés au volet recettes, c'est-à-dire recouvrement, mobilisation des ressources publiques. Et ces ressources mobilisées méritent d'être comptabilisées de manière à ce que la situation produite soit crédible et bien perçue de l'autorité pour mieux envisager les dépenses publiques. En fait, la LOFIP, c'est les textes de base portant sur la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. Donc, comme étant des professionnels des finances publiques, il était très important de commencer
ce séminaire de renforcement de capacité par la présentation de cette loi qui fixe les cadres généraux de gestion des finances publiques et qui pourrait être appliqué par ces différents agents et cadres de la DGRA dans leur métier de tous les jours. Nous avons eu comme responsabilité de former les agents et cadres de la DGRA pour qu'ils maîtrisent cette loi qui est le texte de base de gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. Dans le contexte de la réforme des finances publiques, il est impérieux que ces cadres et agents de la DGRAD soient au parfum des innovations contenues dans la LOFIP. L'agent de la DGRAD est censé être à jour des réformes que notre pays est en train de subir, notamment sur le projet de la loi de finances, qui jadis était la loi budgétaire. Donc cela nous permet de nous adapter, d'être à la page, étant donné que la DGRAD est un service mobilisateur de recettes. Pour les recettes, en matière budgétaire, la DGRAD a ses responsabilités à réaliser ses recettes pour couvrir ses chances, afin de permettre au gouvernement de pouvoir atteindre ses objectifs. Ces séminaires de formation nous outillent davantage pour aller mobiliser sur le terrain beaucoup plus de recettes. Si nous avons la formation, c'est pour avoir l'aptitude de donner aussi aux autres la matière que nous sommes en train d'apprendre ici. Parce que c'est vraiment très important pour les finances d'aujourd'hui. À l'issue de cette formation, ils seront appelés à améliorer les rendements sur les terrains. Débutée le mardi 31 octobre 2017, cette formation va se clôturer le vendredi 10 novembre 2017. Quittons la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD avec ses communiqués conjoints, secrétariat général à l'environnement et DGRAD que je vous convie à suivre dans cette lecture de Patience Vumilia. Le secrétariat général à l'environnement et la direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et de participation des DGRAD informent les opérateurs économiques exploitant les installations classées de la catégorie 1A de pouvoir procéder à la déclaration de leurs éléments d'assiette auprès de la direction des établissements humains et protection de l'environnement, 6 avenue Papa Iléo, ex-avenue des Cliniques, en face de la clinique quinoise dans la commune de la Gombe, dès l'audition du présent communiqué en vue du retrait de la note des perceptions auprès du centre d'ordonnancement de la DGRAD, leur permettant de s'acquitter de la taxe de pollution, exercice 2016 et 2017. Le paiement de la taxe susvisée devra intervenir à partir de la diffusion du présent communiqué officiel jusqu'au 31 décembre 2017, contrairement au communiqué officiel numéro 002-SG-EDD-2017 et numéro 005-DGRAD-DG-COM du 7 septembre 2017. Fait à Kinshasa le 31 octobre 2017, un communiqué signé Magui Sambi Kikoutwe, directeur général de la DGRAD, Mathieu Kachouva Kilala, secrétaire à l'environnement et développement durable. Mobilisation des recettes, lutte contre la fraude, les antivaleurs, la contrebande, les trafics des produits prohibés et des espèces menacées d'extinction, telles sont les quelques missions, parmi tant d'autres d'ailleurs, assignées à la douane congolaise. Une douane performante au service de la facilitation des échanges, conformément à la vision de l'Organisation mondiale des douanes OMD, comme vous allez vous en rendre compte dans cet extrait du documentaire sur la douane congolaise. Suivez. Après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, la douane a fonctionné d'abord sous forme de direction de douanes et accises au sein du ministère des Finances. 19 ans après l'indépendance du pays, intervient la première réforme douanière. Le 15 mai 1979, l'Office de douanes et accises OFIDA voit le jour sous la forme d'un établissement public doté d'une personnalité juridique avec comme objectif renforcer l'efficacité de l'administration douanière. Il a fallu attendre 30 ans après la création de l'OFIDA
pour voir le gouvernement central engager de nouvelles réformes au sein des entreprises publiques, transformant ainsi l'Office des douanes et accises en service public sous sa forme actuelle de Direction générale de douanes et accises DGDA, dépourvue de personnalité juridique mais dotée d'une autonomie administrative et financière. Nous sommes le 3 décembre 2009 lorsque cette grande réforme voit le jour. Plusieurs missions sont assignées à l'administration douanière congolaise, parmi lesquelles la mobilisation des recettes, la surveillance des frontières nationales, la lutte contre la fraude, la contrebande, la contrefaçon, le terrorisme, le blanchiment des capitaux et les trafics des espèces protégées. La douane congolaise dans sa configuration actuelle est composée d'un directeur général, de 2 directeurs généraux adjoints, de 16 directions centrales, de 12 directions provinciales et de 5 représentations à l'étranger. Ces représentations opérationnelles sont installées notamment au siège de l'OMD à Bruxelles en Belgique, au bureau régional des liaisons et des renseignements à Douala au Cameroun, à Mombasa au Kenya, à Dar es Salaam en Tanzanie et à Kampala en Ouganda. Quittons momentanément Kinshasa, la capitale, pour nous rendre en province. Nous commençons par le Haut-Katanga, où le gouverneur s'engage à lutter pour la maximisation des recettes du trésor public. C'était au cours de sa présentation le jeudi 2 novembre dernier devant l'Assemblée provinciale. Lambert Youma Ramazani, notre correspondant permanent dans la capitale du cuivre, nous fait le condensé dans cet élément. Élu gouverneur de la province du Haut-Katanga, Célestin Pandekapopo, qui remplace à ce poste Jean-Claude Kazembe Moussonda, se devait de présenter aux députés de sa province son plan d'action à la tête du gouvernement provincial. C'est ainsi que le jeudi 2 novembre dernier, la nouvelle autorité provinciale du Haut-Katanga s'est acquittée de ce devoir, et ce, devant les membres du bureau ainsi que ceux de la plénière de l'Assemblée provinciale, en présence de membres du Conseil provincial de sécurité, de membres consulaires et de plusieurs autres invités, sans parler, bien entendu, des militants des partis politiques venus plutôt accompagner ou soutenir les membres du gouvernement provincial nouvellement nommés. Honorable Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, si vous avez la parole. S'adressant aux députés provinciaux et à toute sa province, le gouverneur Pandekapopo a circonscrit la situation politique, sécuritaire, économique, financière et sociale de sa juridiction, indexant les actions à mener pour le bien-être de ses administrés. Parlant des finances particulièrement, le numéro 1 du Haut-Katanga a promis l'orthodoxie dans la collecte et la gestion des recettes publiques. S'agissant des finances publiques provinciales, le gouvernement provincial s'est fixé les objectifs suivants. Le renforcement des mécanismes d'encadrement, d'amélioration régulière, de maîtrise et d'accroissement des recettes fiscales provinciales. Pour ce faire, le gouvernement compte promouvoir le civisme fiscal dans les chefs d'État assujettis par des actions d'information et de sensibilisation, mais aussi par l'application de pénalités contre tous les récalcitrants. Il compte également, partant des dernières missions de la DRH4, établir de nouveaux ressorts fiscaux et y affecter des agents compétents et formés. À titre d'exemple, l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt foncier et la taxe sur l'autorisation de bâtir représentent une grande source de recettes. Le renforcement des conditions d'encadrement et de mobilisation optimale et exhaustive des recettes à caractère national. La mise à disposition à temps des imprimés de valeur sécurisés. La redynamisation du comité de contrôle et de suivi des recettes provinciales, SSRP, afin de mieux remplir les missions qui lui sont assignées, notamment dans le suivi de la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Le respect de la chaîne de la dépense publique, l'informatisation de la chaîne des dépenses et des recettes, le respect de la législation sur le marché public pour un meilleur encadrement des dépenses, notamment
en ce qui concerne le marché des travaux publics. Le gouverneur Pandé a annoncé à cette occasion sa détermination à éradiquer la fraude douanière et surtout la contrebande observée depuis des années aux différents postes frontaliers en province. Appuyer le fonctionnement du régime commercial simplifié, RECOS, et lutter contre la contrebande, les trafics et le commerce illicite aux postes frontaliers, phénomène bilingue. Le programme d'action du gouvernement Pandé prévoit la création par la province d'une grande entreprise commerciale et scientifique dont le champ d'action sera déterminé par l'édit que voteront sûrement les députés provinciaux. Un programme ambitieux qui n'attend que les moyens que lui accordera l'Assemblée provinciale à l'issue de la session budgétaire en cours. Merci beaucoup. Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette première séance de présentation du programme du gouvernement, séance qui a été dirigée par le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, du Haut-Katanga, et qui a reçu le gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Pandé Kapopo, depuis Lubumbashi, Lambert Yuma, pour Fiscalité et Développement. En jetant un regard sur l'indice du taux de l'inflation hebdomadaire du 30 octobre au 3 novembre 2017, l'Institut national de la statistique, INES, remarque que certains biens de grande consommation ont influencé cet indice des taux de l'inflation. Suivez. L'inflation hebdomadaire du 30 octobre au 4 novembre 2017 est de 0,967% au niveau national et 0,471% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 44,834% au niveau national et 39,471% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 54,924% au niveau national et 48,168% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 53,452% au niveau national et 48,580% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive principalement à la hausse des prix de farine de maïs, de viande, du sucre, des services médicaux, des produits d'entretien courant des maisons et de services de transport. Pendant ce temps, nous apprenons qu'à Kindu, dans la province du Maniema, le coût du carburant a baissé depuis quelques jours. Selon plusieurs sources jointes au téléphone, le prix du litre d'essence qui s'est situé entre 5 000 et 6 000 francs congolais se vend présentement en moyenne à 2 700 francs congolais. Cette baisse serait justifiée par la praticabilité de la route Kisangani-Ubundu qui était dans un état de délabrement très avancé, empêchant les véhicules de rouler normalement. Une situation qui avait créé la pénurie du carburant dans cette ville de Kindu. De Kindu, nous prenons le cours des principales matières premières sur le marché international au dernier fixing du samedi 4 novembre 2017. Nous faisons appel à Didi Mavambu pour les détails. Les cours de principales matières premières demeurent volatiles sur le marché international. Le pétrole a clôturé le week-end au vert à Londres. Les barils de l'or noir se négocient à 62,09 $ américains, soit une hausse de 2,29%, et à New York à 55,66 $ américains, soit une augmentation de 1,77%. Par contre, le cuivre a terminé la semaine au rouge en se négociant à 6 800,50 $ américains la tonne métrique, soit une baisse de 2,31%. Le cours du cobalt a quant à lui connu une hausse de 0,71%. La tonne s'est négociée à 60 550. Le prix de l'or a reculé de 0,47% en valant 1266,50 $ américains l'once. Côté principaux produits céréaliers, le prix évolue en dents de scie. La tonne du maïs s'est négociée à 348 $ américains, soit une hausse de 0,72%, moins 0,01%
4% pour le cours du riz, dont la tonne a valu 11,29$ américains et plus 1,61% pour le prix du blé, dont la tonne s'est négociée à 426$ américains, le tout au deuxième fixing du samedi 4 novembre 2017. Tendance des prix des denrées alimentaires de grande consommation au samedi 4 novembre 2017. Philon Chollet a sillonné les principaux marchés de la ville-province de Kinshasa et voici son constat. Les prix des denrées alimentaires de grande consommation demeurent volatiles sur les principaux grands marchés de Kinshasa. Nous nous rendons d'abord au marché de la Liberté dans la commune de Massina où le prix d'un carton de poulet poids 13 a connu une légère hausse. Il est passé de 55 000 francs congolais il y a quelques jours à 55 200 francs congolais. Tendance haussière également au marché central où le même carton de poulet a connu une légère hausse. Il est passé de 56 800 francs congolais à 57 200 francs congolais. Au marché Zigida par contre, on constate que le prix d'un carton de poulet poids 13 est resté stable à 57 000 francs congolais. Au marché Gambela, le même carton de poulet poids 13 s'est vendu à 55 600 francs congolais. Quant au maïs, le sac bande vert au marché de la Liberté a connu une baisse chutant de 69 500 francs congolais il y a quelques jours à 69 000 francs congolais. Quant au bol, il est resté stable à 1000 francs congolais. Au marché central, par contre, le prix du sac de maïs est resté stable à 65 000 francs congolais. Baisse au marché Zigida où le sac reculant de 65 000 francs congolais à 63 000 francs congolais pendant que le bol a gardé son prix, soit 600 francs congolais. Enfin, au marché Gambela, stabilité observée du sac de maïs qui s'est vendu à 63 500 francs congolais au moment où le bol coûte 600 francs congolais. Concernant l'huile végétale, un bidon de 10 litres coûte 26 400 francs congolais au marché de la Liberté, 26 860 francs congolais au marché central, 27 000 francs congolais au marché Zigida pour le même bidon et 27 600 francs congolais au marché Gambela. En ce qui concerne la viande, les prix d'un carton TS 20 kg qui coûtait 177 000 francs congolais est resté stable. Nous sommes là au marché de la Liberté. Au marché central, les cartons qui s'est vendu à 182 000 francs congolais il y a quelques jours coûtent 178 000 francs congolais, des 176 500 francs congolais à 176 000 francs congolais au marché Zigida et des 178 500 francs congolais à 180 000 francs congolais au marché Gambela. Bouclons avec les riz dont le prix d'un sac de 25 kg a connu une hausse passant de 28 000 francs congolais à 28 400 francs congolais au marché de la Liberté. Tendance haussière également au marché central où le prix a grimpé de 30 000 francs congolais à 30 810 francs congolais. Même tableau au marché Zigida où le sac est passé de 30 000 francs congolais à 31 000 francs congolais. Au marché Gambela, le prix du même sac de 25 kg a connu une hausse passant de 31 000 francs congolais à 31 500 francs congolais. Voilà les tendances de prix de ces denrées alimentaires de grande consommation observées au samedi 4 novembre 2017 sur les principaux grands marchés de Kinshasa, la capitale de la RDC. Entre-temps, sur le marché d'échange, on remarque une légère hausse. Le taux officiel de la Banque centrale du Congo indiquait $1 américain à 1575,86 francs congolais, pendant qu'un euro s'est négocié à 1839,49 francs congolais au vendredi 3 novembre 2017. Au parallèle, le samedi 4 novembre 2017, le dollar américain s'est changé à 1583 francs congolais au centre-ville, ici à Kinshasa. Donc, pendant qu'à l'aéroport international de Kinshasa, Njili, le droit dollar était à 1500 francs congolais. À l'intérieur du pays, dans la ville de Matadi, au Congo central, la monnaie américaine valait 1550 francs congolais, 1580 francs à Kisangani dans la province de la Chopo, à Kananga dans la province du Kasaï central, le taux était à 1600 francs congolais pour $1 américain, 1570 francs à Chikapa dans la province du Kasaï, à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, la devise américaine se négociait à 1580 francs congolais. Dans le nord et sud Kivu, précisément à Butembo et à Bukavu, le dollar américain s'est négocié à 1600 francs
congolais. Vous l'avez compris, c'est la page internationale. C'est pour la deuxième année consécutive que les économies d'Afrique subsaharienne détiennent le record du nombre de réformes mises en œuvre pour améliorer le climat des affaires. C'est ce qui ressort du rapport Doing Business 2018 du groupe de la Banque mondiale consacré à la création de l'emploi, publié le 31 octobre dernier. Selon ce rapport, l'Afrique subsaharienne est globalement la région la plus représentée dans le classement 2018 des pays les plus réformateurs, avec 3 pays placés dans le top 10 mondial, notamment le Malawi, le Nigeria et la Zambie, grâce bien sûr aux réformes introduites pour l'obtention des prêts. Dans le classement mondial relatif à la facilité des affaires donc l'île Maurice se place au 25e rang devant le Rwanda qui est à la 41e position et le Kenya à la 80e position des 3 économies les plus performantes de la région. Dans ce rapport, la République démocratique du Congo, notre pays, se classe à la 182e place sur 190 pays au monde. Elle gagne 2 places par rapport à l'exercice précédent où la République démocratique du Congo était classée 184e sur 190 pays. Et puis en Afrique, la RDC est la 46e sur 53 économies africaines. Elle gagne aussi 2 places par rapport à 2017 où elle était placée 48e sur 53 pays africains. Le retrait de la Catalogne de l'Espagne aurait des conséquences économiques et financières graves pour la Catalogne, mais aussi pour le reste de l'Espagne. Des analystes font état aussi bien de pertes d'emplois, aggravation du déficit de la Catalogne et de l'Espagne, que des dégâts sur le système financier et banquier. Je vous propose de suivre cette réflexion de notre confrère Benjamin Yogolelo. La Catalogne perdrait 30% de son produit intérieur brut. Selon les médias européens qui citent le ministre espagnol des Finances, Luis Guindos, le chômage s'aggraverait aussi dans la région catalane. La cause, la délocalisation des sièges de certaines entreprises. Celles-ci délocaliseraient donc leur siège de Barcelone à Madrid. Parmi ces firmes, la Caixa Bank, 3e banque d'Espagne, la Banque Sabadell et l'entreprise Albertis qui œuvrent dans le secteur routier. D'après les experts économistes de Natixis, cités par des journaux, les risques demeurent élevés pour la région catalane. L'indépendance catalane pourrait faire baisser de 50% ses exportations vers le reste de l'Espagne. Les exportations de la Catalogne représentent le quart de celles de l'Espagne dans sa totalité. La Catalogne doit une dette de 37,5 milliards d'euros à l'Espagne. Si la région refusait de payer cette dette, la dette de l'Espagne augmenterait de 20 points du PIB. L'indépendance de la Catalogne entraînait de facto une sortie de l'Union européenne et de la zone euro. Donc, l'application du tarif extérieur commun à ces produits. Ce qui ferait baisser les exportations vers les autres pays européens, 60% des exportations de la Catalogne. En outre, les investissements directs étrangers réalisés à 80% par des entités européennes seraient aussi touchés. L'Espagne perdrait ainsi une région, la Catalogne, qui représente 19% de son PIB, 16% de sa population, un quart de son tourisme et 14% de ses investissements étrangers. La sécession de la Catalogne aurait entraîné une sortie de l'euro. Les banques catalanes seraient incapables de se refinancer auprès de la banque BCE. Conséquence, gel des dépôts, voire d'un plus large contrôle des capitaux. Autre conséquence, plus d'appui financier venant de l'Union européenne. Les fonds de l'UE n'arriveraient donc plus pour doper les nombreux élevages de bovins dans les vallées et chaînes pyrénéennes, ni dans les cultures maraîchères méditerranéennes. Les activités commerciales et industrielles, très anciennes, n'en bénéficieraient plus. Les 7 519 000 habitants de la Catalogne auraient pu sûrement souffrir de ce retrait.
Le président américain Donald Trump, qui est d'ailleurs en visite en Asie pour 12 jours, a confié le rôle de président de la Réserve fédérale américaine, la Federal Reserve, la Banque centrale des États-Unis d'Amérique, à Jérôme Powell, en attendant bien sûr la confirmation de sa nomination par le Sénat américain. Déjà gouverneur de la Fed depuis 2012, Jérôme Powell succède à Janet Yellen. Le président américain en a fait l'annonce le jeudi 2 novembre 2017. Jérôme Powell a prouvé qu'il était un homme de consensus. Je suis convaincu qu'il possède la sagesse et le leadership nécessaires pour guider notre économie, a affirmé Donald Trump. Âgé de 64 ans, Jérôme Powell est républicain modéré, juriste et ancien banquier. Son choix constitue une continuité rassurante pour les marchés. En effet, selon certains observateurs, Jérôme Powell ne changera pas substantiellement la politique monétaire de la Fed. L'intéressé a déclaré que s'il obtenait le mandat d'une durée de 4 ans, il allait œuvrer en faveur de la stabilité des prix et du plein emploi. Existe-t-il vraiment un modèle de bonne gouvernance de la chose publique qui peut être considéré comme les meilleurs au monde? En tout cas, la réponse est difficile à trouver à cette question. Qu'à cela ne tienne, la manière de se comporter des membres du gouvernement de la Norvège est un bel exemple à suivre, surtout pour les pays en développement. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de nos confrères de TF1. Des deniers publics. Prenez cette femme, ministre depuis 1 an et demi, après une carrière locale. À la sortie d'une émission matinale, elle se rend à son bureau à pied par -15, sans officier de sécurité et sans collaborateurs. Il est important que les ministres soient des gens normaux, qui vivent des vies ordinaires. C'est comme ça qu'on est efficace, qu'on fait du bon travail pour nous administrer. Une journée de travail commence. La ministre nous fait visiter son bureau, mais aussi la petite pièce attenante. Quelquefois, je dois repasser des affaires. Personne ne le fait pour vous ? Non, qui devrait le faire? Et quand vient l'heure du déjeuner, c'est à la cafétéria du ministère qu'elle mange une salade, assise à quelques sièges de la femme qui nettoie les sols. La Norvège, 4,8 millions d'habitants. Dans ce royaume de glace et de neige, la classe politique se veut irréprochable, la tradition protestante. D'ailleurs, en quelques clics, chaque citoyen peut savoir les impôts payés par ses élus ou par les membres du gouvernement. Ce député d'opposition, ancien employé de chez Disney, conserve les reçus de ses repas. Il doit justifier ses dépenses et il trouve cela normal. Si la vie est trop dure pour un élu comme moi, alors c'est le signe que nous devons changer la manière dont la société est organisée. Je ne dois pas ignorer cette réalité en m'octroyant un privilège. Tout ici est matière à scandale. En septembre dernier, des tapis afghans offerts par le gouvernement de Kaboul au ministre des Affaires étrangères ont dû être restitués. Le délit avait été révélé par la presse. Quand on examine les scandales, les soi-disant scandales que nous avons révélés à la une de nos journaux, on voit bien qu'il ne se passe pas grand-chose en Norvège, en tout cas en matière de corruption. C'est la fin de la journée, 16h30 dans cet immeuble du gouvernement. La ministre nous reçoit dans son logement de fonction, 80 mètres carrés meublé sans luxe, le décor idéal pour une démocratie qui a fait le choix de la simplicité. Voilà comment l'Église peut donc influer sur les comportements des politiques dans un pays. La Norvège est donc un pays protestant avec une société civile agissante et le résultat se passe de tout commentaire. Bel exemple à suivre. Revenons au pays en nous rendant de nouveau en province pour parler du Fonds de promotion de l'industrie, FPI. Les populations du territoire de Malembankulu vivent dans une extrême pauvreté. La principale raison est la sécheresse des lacs qui l'entourent, avec comme conséquence la rareté des poissons qui constituent en fait la principale source de revenus des populations riveraines de cette partie de la RDC. C'est justement pour résoudre cette problématique que le Fonds de promotion de l'industrie FPI a financé la réhabilitation de la drague de la régie des voies fluviales pour assainir ces lacs afin de relancer la pêche dans cette partie du territoire national. Suivez
Ce reportage de nos confrères de la cellule de communication du Fonds de promotion de l'industrie. Nous sommes sur le lac Zibambo, dans le territoire de Malembankolo, dans les Hauts-Lomami. À l'initiative du Fonds de promotion de l'industrie FPI, cette drague réhabilitée est en œuvre pour déboucher les chaînons d'approvisionnement des lacs ainsi qu'opérer le désensablement. Tout est parti du constat établi sur l'état d'extrême pauvreté qui caractérise aujourd'hui la population des Malembankolo. En réalité, l'assèchement des lacs qui entourent ce territoire paralyse l'activité principale de la population, qui est la pêche. Aujourd'hui, c'est un autre ère qui s'annonce avec cette intervention et implication du FPI, a confié l'administrateur du territoire. C'est vrai, le FPI a financé ces travaux d'assainissement des lacs et des débouchages des chaînons qui approvisionnent ces lacs à partir du fleuve Congo. Damien Simbi Moussema, directeur en charge des projets au FPI, revient justement de Malembankolo. Il s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux. Aujourd'hui, je dois dire que les résultats sont impressionnants. Le fait qu'on ait utilisé la drague de la RVF a permis à ce que nous puissions dégager les chaînons qui ravitaillent les lacs. Quels sont déjà les premiers résultats? Nous avons constaté qu'il y a déjà des gros poissons qui se tapissaient dans les lagunes. Du fait qu'on est en train d'enlever toutes ces lagunes, eh ben, ces poissons se libèrent et se font attraper. Donc je crois que le travail doit continuer parce que après avoir ouvert les chaînons et dégagé les lagunes dans les lacs, il faut aller repeupler ces lacs avec des alevins. Cette intervention du FPI entre dans la logique de sa nouvelle vision, celle de financer autrement. Ici, à Malembankolo, le FPI a recherché des voies et moyens afin de trouver des solutions urgentes pour permettre au territoire de Malembankolo de renouer avec la pêche, principale source de revenus des riverains. De Malembankolo, faisons un tour d'horizon des différents titres repris par les journaux parus au cours de la semaine qui vient de s'achever. La revue de presse économico-financière et des questions de développement dans cette sélection de notre consoeur Priska Sekana. Ouvrons cette revue des presses économico-financières de la semaine avec le journal à référence Plus, qui nous emmène dans la province de Kwilu où 159 agents de la régie financière provinciale sont licenciés. Selon le journal, ces agents de la Direction générale de recettes des GIREC ont été licenciés après l'instauration du nouveau gouvernement provincial. Le journal indique que ces agents accumulent beaucoup d'arriérés de salaire de 7 mois pour les uns et 5 mois pour les autres. De plus, ces agents affirment avoir été licenciés sans avoir perçu d'indemnité de fin de service. De son côté, écrit le journal, le porte-parole du gouvernement provincial, tout en minimisant les faits, estime qu'il s'agit plutôt d'une réforme de cette régie financière provinciale en vue de relancer le Kwilu, qui souffre de son développement suite à la mauvaise gestion de ses recettes propres. Dans un autre chapitre, Forum des As titre dans ses pages intérieures qu'à partir du 1er janvier 2018, les salaires minimums interprofessionnels garantis passent de 1 680 à 7 075 francs, soit 5 $ américains par jour en République démocratique du Congo. Selon le confrère, les travailleurs congolais n'y vont plus toucher $1 ou moins au quotidien et aura désormais 5 $ par jour. Le membre du Conseil national du travail se sont accordés à ces sujets à l'issue de la 33e session ordinaire sur le nouveau SMIC tenue du 25 au 31 octobre dernier dans l'enceinte de l'INP ici à Kinshasa. Le journal révèle que ce SMIC s'appliquera en 4 paliers tous les 6 mois à raison de 25% par palier, en l'occurrence dans le secteur agro-industriel et pastoral. Pour sa part, le journal L'Objectif titre en sa machette « Dans de 1000 bancs pupitres aux écoles de Kinshasa, de qui se moque la communauté libanaise ?» s'interroge le journal. L'Objectif mentionne que la communauté libanaise vivant à Kinshasa a fait un don de 1000 bancs pupitres aux écoles dont un lot de 5000 bancs a été livré le même jour. À travers ces gestes, la communauté libanaise de Kinshasa a tenu à exprimer sa gratitude pour l'hospitalité dont fait montre la population congolaise, surtout quinoise à son regard. Cependant, le journal s'est demandé, considérant l'influence économique de la communauté libanaise en RDC en général et Kinshasa en particulier, s'il compare le profil réalisé par cette communauté au don de bancs pupitres qui vient d'être fait, l'écart est criant, s'alarme le journal.
Bouclons cette revue des presses économico-financières de la semaine avec l'hebdomadaire Bonne Gouvernance, qui titre « Face à la crise politique en RDC, l'économie congolaise dans l'impasse ». Selon le journal, l'exécutif national s'est mobilisé pour sortir les pays d'une crise économique profonde. Mais malheureusement, l'impasse politique dans laquelle est plongée la RDC ne facilite pas le redressement économique. À l'hebdomadaire de poursuivre dans l'inquiétude sur les désagréments de certaines entreprises qui devient inquiétante pour l'économie congolaise. Avec le chômage qui devient endémique et plus d'une vingtaine de sociétés non plus figurées dans la liste des grandes entreprises de la Direction générale des impôts pour l'exercice 2016 et où le quartier industriel de la commune de Limete se désindustrialise. Les usines sont remplacées par les résidences, pour n'en citer que cela. Pourtant, les opérateurs économiques veulent investir au Congo, mais malheureusement, ils viennent en prospection. Il est plus que temps que la politique serve vraiment au développement de la RDC et au bien-être de la population pour qu'elle participe à la construction de l'Afrique et du monde, conclut le journal. Quant à nous, nous vous fixons un rendez-vous pour la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bouclons complètement cette édition de Fiscalité et Développement avec cette page noire. Les familles Lenda et Mwaka ont la douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fils Lenda Chimba Martins, agent à l'agence Galaxy Media, décédé depuis le lundi 30 octobre 2017 à l'hôpital Bondeko de Limete de suite d'une courte maladie. En entendant le programme des obsèques, le deuil se tient sur l'avenue Maloa, numéro 19, quartier Madiata, dans la commune de Selembao. Le directeur général et tout le personnel de l'agence Galaxy Media présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Que son âme repose en paix. Madame, Messieurs, voilà qui boucle cette édition des Fiscalités et Développement, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci particulièrement à nos téléspectateurs de Lubumbashi. Nous sommes là dans le Haut-Katanga. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.